On va passer un peu de temps maintenant à parler de fonctions puis de limites. Calcul différentiel, calcul de la pente, calcul de l'air sous la courbe, ce qu'on a vu au chapitre 2. On a besoin de calculer des limites de calcul différentiel, des limites de somme de Riemann. Puis on a dit que des limites c'était... Là, on va essayer de formaliser ça un peu. Je ne veux pas vous faire peur, on va pas vraiment formaliser ça, pas de la manière dont les mathématiciens et les mathématiciennes apprennent ça. Je veux qu'on parle de limites un peu plus que juste dire on remplace le chiffre par la valeur. Pardon, on remplace la variable par la valeur, puis c'est comme ça qu'on calcule la limite. Pour bien comprendre les limites, il faut passer un petit peu de temps à parler de fonctions. S'il y a quelque chose que j'ai compris au fil des années que les étudiants et les étudiantes trouvent difficile, ce qui porte à beaucoup de confusion, c'est l'idée de la fonction. Ce que c'est vraiment une fonction. Dans notre cours, une fonction, tout ce que c'est une règle. C'est une règle qui explique c'est quoi la relation de dépendance d'une quantité sur une autre quantité, ou potentiellement sur plusieurs autres quantités, comme on va le voir au chapitre 10. Une fonction, il y a trois objets dans une fonction. Il y a un ensemble de départ, il y a un ensemble d'arrivée, puis il y a une règle qui les relie. On écrit ça souvent de la façon suivante. Ou encore, comme ceci. Ensemble de départ, ensemble d'arrivée, puis la règle. Ce truc-là. Une autre façon de voir ça, une fonction, c'est comme une boîte. C'est une boîte noire. Je vous donne des éléments d'entrée. Elle prend les éléments, elle transforme les éléments, puis elle vous ressort des éléments de l'ensemble d'arrivée. Vous pouvez vous imaginer quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on prend des trucs X qui appartiennent à l'ensemble de départ, l'ensemble d'entrée. On les lance dans la boîte F. F va transformer les entrées, puis elle va nous ressortir une sortie, un élément de l'espace d'arrivée. On va souvent écrire comme étant la transformation de l'entrée X par la fonction F. Le domaine de la fonction, c'est l'ensemble de toutes les choses, toutes les entrées qu'on est capable de transformer avec la boîte. Tous les trucs qui peuvent en théorie rentrer dans la boîte. L'image de la fonction, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles en fonction de ce qu'on est capable de faire rentrer dans la boîte. Puis la règle, c'est le mécanisme de transformation des entrées en sorties. Si vous étudiez ça en anglais, on va parler de inputs puis d'outputs. Pour que ça soit une fonction, une vraie fonction, la boîte doit être déterministe. Déterministe, ça veut dire que si vous mettez un élément d'entrée dans la boîte, il sort quelque chose, puis que votre voisine met le même élément d'entrée dans la boîte, la sortie, pour elle, ça va être le même que la sortie pour vous. On ne peut pas avoir une réponse différente lorsqu'on met les mêmes valeurs dans la boîte, dans la fonction. Dans notre cours, on n'a que des fonctions qui sont déterministes. Pour vous donner une idée de quelque chose qui ne serait pas déterministe, imaginez-vous par exemple la fonction qui dit vous prenez une pièce de 25 sous, vous tirez à pile ou face, puis la sortie, ça va être le côté qui tombe sur la table, on voit, ça c'est pas déterministe parce que vous pouvez prendre la même pièce de 25 sous,
la lancer, puis des fois ça va être pile, des fois ça va être face. Ça peut changer d'une fois à l'autre. C'est une fonction, ça, qu'on dirait aléatoire. Nous, en calcul, les fonctions sont déterministes. Vous vous imaginez une situation où est-ce que si on tirait à pile ou face, on obtiendrait toujours le même résultat pour la même pièce de monnaie. Je vous ai parlé de la notation qu'on utilise. Quelque chose qui ressemble à ça. Ben, cette notation-là, ce qu'il nous dit vraiment, c'est que le nom de la fonction, c'est f. L'ensemble de départ, c'est a. L'ensemble d'arrivée, c'est b. Le domaine, on va souvent l'écrire comme étant df, le domaine de f. Puis le domaine de f, spécifiquement, doit être contenu dans l'ensemble d'arrivée. L'image, if, c'est un ensemble qui est contenu dans l'ensemble. Excusez, j'ai dit que df était contenu dans l'ensemble d'arrivée. Je voulais dire que df était contenu dans l'ensemble de départ. Puis l'image if doit être contenue dans l'ensemble d'arrivée. Si vous pouvez explicitement spécifier la règle qui relie le domaine puis l'image de la fonction, vous allez écrire, comme je vous avais montré à la page précédente, y est égal à f de x. F de x, ce n'est pas la fonction, c'est la transformation d'une entrée par la fonction. La fonction, c'est seulement f. C'est la boîte. C'est pas l'image d'une entrée. C'est le nom de la boîte, si vous voulez. Par exemple, on pourrait prendre comme ensemble de départ tous les énoncés dont il est possible de déterminer la véracité à l'heure actuelle. On va avoir une fonction f, c'est le nom de la fonction, qui va partir de l'ensemble de départ P, l'ensemble de tous les énoncés dont on peut déterminer la véracité, puis qui va vous donner comme sortie soit vrai, soit faux, en fonction de la véracité de l'énoncé. Fait qu'ici, l'ensemble de départ et le domaine, c'est la même chose. L'image puis l'ensemble d'arrivée, c'est la même chose. Un exemple d'un énoncé qui est vrai. En 2002, les sénateurs d'Ottawa jouaient au Centre Corel. En 2002, l'aréna des sénateurs, ça s'appelait le Centre Corel. C'est vrai. Fait que la fonction de l'énoncé « Les sénateurs d'Ottawa jouaient au Centre Corel en 2002 » ou la valeur de la fonction à ce point-là, c'est vrai. Puis si j'évalue la fonction f, un être humain peut survivre dans le vide. Ben, c'est pas vrai qu'un être humain peut survivre dans le vide. Elle peut peut-être survivre un petit peu au départ, mais le vide, ça tue les humains. Fait que c'est un énoncé qui est faux. Puis la valeur de la fonction, lorsqu'on l'évalue à cet énoncé-là, c'est f. Entrée, image, la règle qui relie les entrées et les images, les sorties. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, d'un énoncé comme celui-ci? Il y a de la vie ailleurs dans le cosmos, ailleurs que sur la Terre. Ben, c'est un énoncé. Et puis, en théorie, cet énoncé-là est soit vrai, soit faux. Il ne peut pas être vrai ou faux en même temps. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas en mesure de déterminer s'il y a de la vie ailleurs dans le cosmos. Fait que cet énoncé-là ne fait pas partie de l'ensemble P de tous les énoncés dont il est possible de déterminer la véracité à l'heure actuelle. Fait qu'on ne peut pas, à l'aide de notre règle, de notre fonction, calculer ou évaluer la valeur de la fonction à ce point-là. C'est soit vrai ou faux, là.
Puis moi, je pense que c'est vrai, mais j'ai pas de preuve. J'ai pas de moyen de déterminer la véracité. Puis si vous pensez que c'est faux, vous avez aussi pas de preuve. On n'est pas sorti de notre système solaire. On peut pas savoir si c'est effectivement le cas ou pas. Mais indépendamment de ce qu'on pense, puisqu'on n'est pas capable de déterminer la véracité, c'est un énoncé qui n'est pas dans le domaine. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Calculer ou d'évaluer cette expression-là. On va faire un autre exemple avant de commencer à faire des exemples numériques. On a une fonction G, c'est le nom de la fonction, le nom de la règle. L'étampe sur la boîte noire qui va transformer les entrées qui viennent de l'ensemble de départ E, puis les sorties qui vont provenir de l'ensemble d'arrivée V. Puis la fonction, ce qu'elle fait, E, c'est l'ensemble des gens qui suivent le cours à l'heure actuelle. V, c'est l'ensemble des villes puis des villages de la planète. Puis G, c'est la règle qui assigne à chaque personne l'endroit où elle est née. Bon, j'ai écrit ville et village. Possible que des gens qui sont nés ni dans une ville, ni dans un village, sont nés à un endroit particulier. Ben, on peut se servir de cet endroit-là aussi. La règle, ça assigne à chaque personne l'endroit où la personne est née. Par exemple, G de moi, supposant que je suivais le cours, on va dire que le professeur suit le cours, même si je ne suis pas le cours au même niveau que vous suivez le cours. Mettons que je suis le cours, G de moi, c'est ma tante. Puis s'il y a une étudiante acadienne qui suit le cours, G d'une étudiante acadienne spécifique, ça va être un village acadien spécifique. Peut-être, je sais pas moi, Caracat. Mais ça n'a pas d'allure de demander c'est quoi G de Jimmy Carter ou G de Ginger Spice. Parce que, à ce que je sache, ni Jimmy Carter ni Ginger Spice sont en train de suivre le cours de calcul méthode mathématique 1 l'hiver 2021 de l'Université d'Ottawa. Fait que ce ne sont pas des valeurs qui sont définies. Les individus, Jimmy Carter et Ginger Spice, ils appartiennent pas au domaine de la fonction. Le domaine de la fonction, c'était des gens qui suivaient le cours ou qui sont impliqués avec le cours. Mais Jimmy Carter et Ginger Spice, ils sont nés quelque part. Jimmy Carter, je pense, c'est peut-être Atlanta. Je suis plus certain. Faudrait que je vérifie. Il est né quelque part. Fait que si on étendait, on faisait une expansion du domaine pour dire G, c'est la fonction qui va partir. Excusez, c'est la fonction qui va de l'ensemble de départ de tous les gens sur la planète. Pas juste les gens qui suivent le cours. Ben là, on pourrait évaluer G de Jimmy Carter, puis G de Ginger Spice. Pour que ça soit bien défini aussi, j'ai besoin qu'il n'y ait aucun extraterrestre qui est en train de suivre le cours. Parce que la fonction ne sera pas bien définie autrement. Un extraterrestre, en général, ne devrait pas être né quelque part sur la planète Terre. Ça ne sera pas un extraterrestre. Il y a d'autres subtilités. Ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui soit né dans un avion, par exemple. Un vol transatlantique. Alors là, c'est comme, il n'est pas né dans une ville ou un village de la planète. C'est quelqu'un qui prend le cours. Fait que peut-être qu'il faudrait changer l'ensemble d'arrivée pour étant quelque chose comme l'ensemble des endroits de la planète, incluant potentiellement sous l'océan, ou dans l'océan, ou bien dans l'atmosphère quelque part. On pourrait faire des petites modifications pour que ça soit toujours bien défini tout le temps. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était né dans un avion. Ou sur un bateau. À ce que je sache, il n'y a pas 300 000 étudiants dans mon cours. Je vais prendre pour acquis que vous êtes tous et toutes nés quelque part. Une ville ou un village. Mettons quelque part, quelconque dans la planète. Le domaine de la fonction ici, c'est l'ensemble de départ, tous les gens qui sont impliqués avec le cours, qui suivent le cours. Mais l'image de la fonction, l'image, c'est l'ensemble de tous les lieux de naissance de personnes qui suivent le cours.
ben ça, c'est pas l'ensemble dérivé. Parce que vous êtes juste 120, 130, mettons. Vous êtes né dans au plus 130 villages différents, 130 villes différentes, 130 lieux différents sur la planète. Il y a beaucoup plus que 130 endroits. Il y a plein de monde, plein de villes, pardon, où il y a quelqu'un qui est pas né dans le cours. C'est quoi les chances qu'il y a quelqu'un qui soit né à Reykjavik en Islande? Ils sont faibles. Pourtant, Reykjavik, c'est une ville de la planète. Fait que l'image, c'est pas la même chose tout le temps que l'ensemble d'arrivée. OK. On va regarder maintenant des fonctions qui sont numériques. Là. On va arrêter de faire des trucs frivoles. Mettons qu'on a la fonction suivante. Le nom de la fonction, c'est f. C'est une fonction qui part de n, c'est-à-dire qu'on lui donne des entiers. Les entrées de la fonction, ce sont des entiers positifs. Les sorties vont être des nombres réels, f de n dans R. Puis la règle, sa définition, c'est f de n est égal à 1 sur n. Fait que par exemple, f de 3, c'est quoi? C'est 1 tiers. F de moins 2, c'est quoi? C'est pas défini. Vous allez dire, on sait c'est quoi? Regarde, la règle est ici, là, c'est 1 sur le chiffre, ça devrait être 1 sur moins 2. Mais ça ne peut pas être ça parce que moins 2, c'est pas un nombre qui appartient au domaine ou encore à l'ensemble de départ. Même si on pourrait calculer 1 sur moins 2. Vous voyez la subtilité ici? Il faut vraiment que les objets proviennent de l'ensemble de départ. Puis la fonction, c'est pas fn est égal à 1 sur n, c'est la règle qui part de n, qui va dans R. Puis sa définition, c'est f de n, c'est 1. Pardon, c'est 1 sur n. C'est bien une fonction, si vous me donnez plus qu'une fois le même n, ça va toujours me ressortir la même valeur 1 sur n. Apprend seulement une valeur pour un n quelconque. Le domaine de cette fonction-là, c'est l'ensemble des entiers positifs. On permettait les ensembles, on permettait les éléments, par exemple, qui appartiennent à n dans son entièreté, incluant possiblement 0, mais f de 0, ça me ferait 1 sur 0, puis 1 sur 0, ça n'existe pas. Ou en tout cas, c'est pas un nombre réel. Fait que le domaine, c'est pas tout l'ensemble de départ. Il y avait des endroits dans l'ensemble de départ où la fonction n'était pas bien définie. Puis l'image, c'est quoi? L'image, ce sont toutes les valeurs que la fonction peut prendre pour différentes entrées. Ben, si n est égal à 1, j'ai 1. Si n est égal à 2, c'est 1/2, 1 tiers, et ainsi de suite. Fait que l'image, ce sont tout ce qu'on appelle les rapports harmoniques. Les fractions de la forme 1 sur n, il y en a beaucoup, mais c'est pas la même chose que l'ensemble des réels. Par exemple, le nombre pi, c'est un nombre réel, puis il n'est pas dans la liste ici. On peut s'imaginer quelque chose d'encore plus numérique. Regardez la fonction h. La fonction h prend des nombres réels comme entrée, et elle vous ressort un nombre réel, puis la transformation qui prend les entrées puis qui les transforme en sortie, c'est la transformation puissance carrée. Vous me donnez n'importe quoi comme entrée, puis la règle va vous sortir le carré du n'importe quoi. Donne un x, ressort x au carré. Fait que h de 8, qu'est-ce que ça serait? Tout simplement 8 au carré. C'est simple. Ouais, qu'est-ce que vous diriez au sujet de h de 1 plus 1?
1 plus 1, c'est un nombre réel, c'est 2, mais pour l'instant, on va le laisser comme étant 1 plus 1. Ce que je veux que vous évitiez commettre comme erreur, c'est de dire, écoute, c'est le carré, fait que je vais juste faire 1 au carré plus 1 au carré. Carré de chacun des termes. Ça, c'est faux. C'est pas le cas. Vous avez deux façons de résoudre le problème ou répondre à la question. Vous pourriez dire que h de 1 plus 1, c'est la même chose que h de 2. Et la fonction h, qu'est-ce qu'elle fait quand on lui donne une entrée? Elle met l'entrée au carré. Ça fait 2 au carré qui est 4. Ça, c'est une façon de s'y prendre. Une autre façon de s'y prendre, c'est de dire h de 1 plus 1, ben h, ce qu'elle fait, n'importe quoi que j'y donne, elle le met au carré. Puis là, ben, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est 1 plus 1, c'est 2 au carré, 4. Même truc. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de lui donner une entrée qui est numérique. Tant aussi longtemps que l'entrée pourrait en théorie être numérique, un nombre réel, ben on peut la lancer dans la fonction puis voir ce qui en ressort. Fait que mettons que je vous donnais par exemple h de 1 plus x. Alors ça peut peut-être vous porter à confusion. Ici, j'ai un x puis j'ai un x qui est là. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il ne faut pas vraiment l'imaginer comme ça. Il faut plus voir ça comme étant h d'une boîte. Fait que 1 plus x, là, je vais le cacher ou je le masque dans cette boîte rouge-là. Pas me morfondre, pas me mélanger. Puis la fonction h, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle me prend n'importe quel nombre. Puis ce qui est caché dans la boîte, c'est un nombre. Puis elle élève ce nombre-là à la deuxième puissance. Ben, le nombre qui est là, on va enlever. On va le sortir de la boîte. On sait c'est quoi le nombre? C'est 1 plus x. Ce serait 1 plus x carré. C'est comme ça qu'il faut visualiser les fonctions. C'est important que vous compreniez ça, là. Dans ce cours-ci, les fonctions qui vont être intéressantes, c'est pas les fonctions de deviner où les gens sont nés sur la planète. Ce sont des fonctions dont les ensembles de départ puis les ensembles d'arrivée, c'est l'ensemble R des nombres réels. Fait qu'en général, quand on va écrire soit la fonction définie par f de x ou encore par abus de notation, on va écrire soit f de x par fonction blablabla. Dans ces deux cas-là, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'il y a une boîte f pour laquelle il y a des entrées x qui appartiennent au réel, au nombre réel, puis des sorties y qui appartiennent au nombre réel. On ne va pas vouloir le dire à chaque fois, c'est trop long, ça prend trop de temps. Mais il faut que vous vous rappeliez que c'est ça qu'on a en tête. J'avais commencé à tracer le graphique de la parabole h de x est égal à x au carré, puis là je me suis retenu parce que je me souviens qu'on allait parler du graphique des fonctions familières. Il ne faut pas confondre le graphique de la fonction avec la fonction elle-même. Laissez-moi retracer le graphique en question. On s'intéressait à la fonction y est égal à x au carré. C'est ce qu'on avait. Puis ce que je vais vous tracer, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je suis certain que vous avez déjà vu quelque chose comme ça dans vos cours au préalable. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une valeur de x quelconque ici, donc je l'appelle, je vais prendre 1 comme point, je remplace x par 1 dans mon équation, ça me fait 1 au carré. La valeur de y correspondante, c'est aussi 1. Parce que c'est un dessin qui n'est pas fait à l'échelle, là. Vous vous imaginez quelque chose comme ça. Puis si vous prenez toutes les valeurs de x possibles, puis vous calculez leur y,
puis que vous mettez les coordonnées XY, vous lui mettez un point, ou encore là, X au carré, ben, il y a une courbe que ça trace. Le point du calcul, c'est de calculer les droites tangentes à une courbe, puisque les inventeurs du calcul différentiel, Leibniz et Newton ont trouvé, c'est que c'était équivalent ou l'équivalent de calculer la dérivée de la fonction. On va parler de ça plus tard. La dérivée d'une fonction, c'est une opération algébrique. Vous me donnez une fonction, j'ai les règles de dérivée, je peux vous trouver la dérivée puis l'évaluer à un point en particulier. C'est pas une opération géométrique. Ça n'a a priori rien à voir avec la pente d'une droite, une tangente à une courbe. C'est un accident du hasard. On est chanceux que ça se passe de même. Qu'il y a un lien entre calculer la dérivée puis trouver la pente de la droite tangente. Quand vous calculez la dérivée d'une fonction, vous travaillez avec la fonction. Quand vous calculez la pente de la droite tangente, la courbe, vous travaillez avec le graphique de la fonction. C'est pas la même chose. Un autre truc qu'on peut dire au sujet des graphiques, c'est qu'ils nous permettent de déterminer si une courbe peut représenter une fonction ou non, avec ce qu'on appelle le test de la droite verticale. Voici une courbe. Est-ce que ça se peut que cette courbe représente une fonction, ou que ce soit la courbe représentative de la fonction? Ben, une façon de s'y prendre, c'est de dire, je vais tracer des droites verticales à tous les endroits possibles, et si les droites verticales ne coupent la courbe qu'en au plus un seul point, potentiellement à 0 point, ici, là, il n'y a pas de points qui sont. On coupe la courbe, et là, on a affaire à une fonction. La courbe qui est là représente une fonction. Si, au contraire, nos droites verticales intersectent parfois la courbe en plus d'un point, je ne fais pas affaire à une fonction. C'est pas la courbe d'une fonction. Au contraire, on dit que c'est la courbe d'une relation. Bon, maintenant, on sait que le graphique de la fonction puis la fonction, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, on va comme oublier que c'est pas tout à fait la même chose, on va se permettre de passer de l'un à l'autre. Parce que la courbe représente la fonction, puis la fonction, c'est le nom de la courbe. On va se permettre de dire que c'est la même chose. En tout cas, à plusieurs reprises, c'est un jeu qu'on va faire. Les zéros d'une fonction, ZF, sont les endroits où la courbe coupe l'axe des X. Autrement dit, ce sont les endroits où la valeur de la fonction est égale à 0. C'est pour ça qu'on appelle ça un zéro d'une fonction. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où la courbe coupe l'axe des Y. Pour une fonction, il y aura au plus une ordonnée à l'origine, ça se peut qu'il n'y ait pas, mais des zéros, il peut y en avoir autant que vous voulez. Parfois, on appelle les zéros les racines de la fonction. Ou encore l'abscisse ou les abscisses à l'origine. Parce que dans la nomenclature géométrique, l'ordonnée, c'est la valeur de Y, puis les abscisses, ce sont les valeurs de X.
Il se pourrait qu'il n'y ait pas de zéro, qu'il n'y ait pas de racine, qu'il n'y ait pas d'ordonnée à l'origine. Voici une première fonction. Là, je ne ferai pas les exemples avec vous dans les vidéos. Je vous invite à lire les exemples dans les diapositives, puis à venir poser des questions pendant les heures de consultation si vous n'êtes pas certain ou certaine de ce qui se passe. La fonction constante, c'est une fonction qui prend toujours la même valeur. Vous me donnez n'importe quelle entrée, il sort la même chose. Graphiquement, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Je prends n'importe quelle valeur de x, la valeur de y correspondante, c'est toujours le même chiffre. K. Les fonctions affines, en général, on les appelle des fonctions linéaires. Fonctions linéaires, c'est un cas spécial de fonctions affines. On va les appeler nous aussi des fonctions linéaires, mais on se rappelle que ce sont vraiment des fonctions affines. Ce sont des fonctions dont la règle de transformation prend une forme particulière. F de x est égal à mx plus b. Puis si vous tracez la droite, ça va être y est égal à mx plus b. M représente la pente, b représente l'ordonnée à l'origine de la fonction. Il y a un seul zéro, à moins que vous ayez une droite horizontale, mais une droite horizontale, on l'a déjà vu, c'est celle qui est ici, la fonction constante. Cette droite-là n'a pas de zéro, à moins que ce soit la fonction qui soit constamment sur l'axe des x. Et dans ce cas-là, elle n'a que des zéros. Toutes les valeurs de x donnent lieu à des valeurs de y qui sont égales à 0. Les zéros, il n'y en a qu'un, il y a un seul point d'intersection entre une droite qui n'a pas une pente 0 puis l'axe des x, puis vous voyez pourquoi, si la pente de la droite est égale à 0, je suis en train de diviser par 0, ça se peut pas. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b. Il y en a toujours une pour une droite. Le domaine, c'est tous les réels. L'image, c'est tout le réel. Ça, c'est, comme je vous ai dit, en supposant que la pente n'est pas égale à 0. Autrement, l'image, c'est seulement la hauteur de la droite constante, si la pente est nulle. La droite, elle est horizontale. Je vous parle pas trop de ça parce que ce sont des trucs que vous avez appris au secondaire. Et des exemples, assurez-vous de comprendre les exemples, d'être capable de les résoudre. Fait qu'une droite, par exemple, mx plus b, voici l'ordonnée à l'origine, puis voici la racine, l'abscisse à l'origine, ou l'endroit où la droite coupe l'axe des x. Est-ce que c'est important que vous vous souveniez, par exemple, que l'intersection c'est moins b sur m? Ça pourrait être utile. Est-ce que c'est important que vous vous souveniez que l'intersection ici soit b? Ça pourrait être utile, mais c'est pas essentiel. Tant que vous vous rappelez ici que m représente la pente, puis que b représente l'ordonnée à l'origine, vous avez sans doute assez d'informations pour pouvoir travailler avec. Je vous invite fortement à bien comprendre l'exemple ici. L'exemple 2 à la page 15. Okay? C'est un exemple important, pas parce que le problème est difficile à résoudre de façon mathématique, là, c'est pas un problème difficile. Vous cherchez un point d'intersection entre une droite et un axe des x. Mais c'est important comme problème parce que ici, c'est un problème en mots qu'il faut traduire en mathématiques. Il faut prendre l'habitude de se pratiquer avec ce genre de problème. Il y a des fonctions quadratiques. Une fonction quadratique, c'est une fonction où il y a des exposants, ou des deuxièmes puissances, des termes linéaires, des termes constants, on multiplie les trucs, puis on ajoute ça ensemble. Alors, j'ai un polynôme de degré 2 ici, en x. Les racines du polynôme, les zéros, sont donnés par les solutions de l'équation quadratique.
Encore une fois, c'est quelque chose que vous avez fait au secondaire. Vous devez connaître ça. Vous devez reconnaître quand une fonction quadratique a une racine, aucune racine, deux racines en fonction du discriminant. Graphiquement, vous vous attendez à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Fait que le point maximum ou minimum, dépendamment du signe du coefficient qui vient avec le x au carré, va toujours se trouver à moins b sur 2a. L'ordonnée à l'origine, ça va toujours être à c. La hauteur du point maximum ou du point minimum, ça va toujours être moins b au carré sur 4a plus c. Et les deux racines vont être moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a, moins b plus la racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Si ça se trouve que b carré moins 4ac, c'est un nombre qui est égal à 0. Alors ce terme-là va être 0, ce terme-là va être 0, puis je me retrouve avec les mêmes racines. Ce qu'on aurait dans ce cas-là, c'est une parabole là, excusez, je dessine excessivement mal. Une parabole qui ne croise pas l'axe des x en 2 points, elle touche juste ici une fois. Puis quand b au carré moins 4ac, c'est une valeur négative, ben là, il n'y a pas d'endroit où la parabole croise l'axe des x. Puis ce sont des paraboles qui vont s'ouvrir vers le bas si la valeur de a est négative, puis si la valeur de a est positive, on a des trucs contraires. On aurait quelque chose qui ressemblerait à potentiellement ceci, là. Même encore peut-être ceci, ou ceci. Que ce soit deux points d'intersection, ou un point d'intersection, ou il n'y en a pas. Cet exemple-là, je vais le faire avec vous, par exemple. Alors, vous avez la propriétaire d'une tour à appartements qui loue en moyenne chacun de ses 150 appartements pour la somme de 605 $ par appartement. Bon, elle a fait des études de marché, puis elle sait que si elle augmente le loyer d'une tranche de 30 $, elle perd en moyenne 2 locataires. Fait que si elle augmentait par 60 $, elle perdrait 4 locataires et ainsi de suite. La question qu'elle se pose, ça devrait être quoi son loyer moyen, son loyer mensuel pour un des appartements si elle veut faire des revenus mensuels de 100 000 $. Fait qu'elle s'imagine la chose suivante. Le loyer initial, c'est 605 $, puis elle va l'augmenter par tranche de 30 $. Combien de tranches de 30 $? On ne sait pas, c'est ce qu'on cherche à trouver. Fait que j'ai 605, le prix initial, plus un multiple de 30. Mais à chaque fois qu'elle rajoute un multiple de tranche, elle va perdre 2 locataires. Fait que pour chaque X, elle perd 2X locataires. En tout, elle va avoir 150 moins 2X locataires. C'est quoi les revenus mensuels? Ben, c'est le nombre de locataires fois le loyer. Ça fait que ces revenus mensuels, ça serait, je fais l'expansion là, je me retrouve avec ce polynôme. C'est important que vous sachiez comment obtenir ce polynôme-là du produit des monômes qui sont là. Là, j'ai dit monômes, ce sont des binômes, excusez-moi. Fait que ça, c'est les revenus mensuels de la propriétaire. Ben, elle aimerait que ces revenus-là soient égaux à 100 000 $. Fait que ce qu'elle vous demande de faire, c'est de résoudre l'équation ici. Quand est-ce que moins 60x au carré plus 3290 fois x plus 90 750, c'est égal à 100 000? Ben, fait la résolution, on va envoyer le 100 000 ici de ce bord-là pour que tous les termes se retrouvent d'un côté.
Fait que j'ai moins 60x au carré plus 3296 moins 9250 qui est 90 750 moins 100 000. Puis ça, il faut que ça soit égal à 0 maintenant. OK, quand est-ce que c'est égal à 0? Ça va être égal à 0. Puis là, je me sers de la formule quadratique pour résoudre le problème. Moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. C'est un autre truc que vous devez savoir faire. Là, je ne le fais pas avec vous, mais il faut que vous vous assuriez que vous soyez capable de résoudre les équations. Il y a deux solutions puisque le discriminant, la valeur b au carré moins 4ac, elle est positive. Fait qu'il va y avoir une racine positive puis une racine négative. Puis les tranches, c'est soit 2,97 qui est à peu près 3 tranches ou 51,86 qui est à peu près 52 tranches. Fait que si elle augmente son loyer par, on va le calculer exactement ici, 89 $ et 10 sous par mois, ou encore si elle augmente son loyer par 1555 et 80 $. Là, je vous dis pas que le loyer est 99,10 puis 1555 et 80, c'est 605 le loyer initial plus 89,10 ou encore 605 plus 1555 et 80. Fait que son nouveau loyer, ça serait à peu près 695 $ ou encore à peu près 2165 $. Dans les deux cas, elle va finir avec 100 000 $ de revenus. Ce qui va se passer, c'est que dans le premier cas, elle va seulement perdre 6 locataires. Fait que les revenus mensuels sont les mêmes parce qu'il y a une petite hausse du loyer puis une petite baisse du nombre de locataires. Dans l'autre cas, elle augmente de beaucoup le loyer puis elle va perdre un grand nombre de locataires. Elle en avait 150, elle se retrouve avec 46. Fait que il y a deux solutions mathématiques, mais en pratique, c'est pas la même solution, là. C'est pas la même chose d'un point de vue pratique. Il y a une question d'éthique là-dedans. Si elle peut faire les mêmes revenus mensuels, pourquoi est-ce qu'elle les remettre en pratique, même si c'est pas elle qui met le monde à la porte? Pourquoi est-ce que ça serait de se débarrasser de pratiquement 70% de ses effectifs, 70% de ses locataires? Okay? Fait qu'il y a souvent des réponses qui sont mathématiquement correctes, mais qui n'ont pas d'allure dans le monde réel. Puis c'est important de développer un sens éthique par rapport à ces choses-là. On a tendance à penser que les nombres vont nous dire la vérité, puis rien que la vérité, c'est pas juste. Les nombres devraient dicter aux décisions d'affaires. La fonction valeur absolue, f de x, 2 barres verticales de x, c'est la valeur absolue de x, c'est une fonction spéciale pour tout entier, pour tout nombre réel x. Ce qu'elle va vous redonner, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition, ça va être soit x si x est positif, ou encore moins x si x est négatif. On a ici une fonction qu'on appelle à palier. Il y a deux paliers, il y a deux branches de la fonction. Dans la branche, si x est plus grand ou égal à 0, c'est la fonction qui est égale à x. Puis ça, on sait c'est quoi? C'est une droite. Droite y est égale à x. Quand x est plus grand ou égal à 0. Puis quand x est plus petit ou égal à 0, de ce côté-ci du système de repère, il y a aussi une droite, mais c'est une droite de pente moins 1. La droite y est égale à moins x, c'est cette droite-là. Vous allez me dire, un instant, la droite y est égale à x, là, elle continue ici. Puis la droite y est égale à moins x, elle continue ici. C'est vrai que ces droites-là existent, mais la définition de la valeur absolue comme fonction, parce que c'est une fonction à palier,
On peut seulement dire que la fonction c'est égal à x dans le palier ou la branche qui correspond. C'est pas vrai que la valeur absolue de x elle continue ici, là. Elle n'est pas définie de cette façon-là quand x est négatif, parce que quand x est négatif, c'est l'autre définition de la fonction, l'autre branche qui prend le contrôle. Très important que vous... Il serait important que vous sachiez comment manipuler la valeur absolue. Il y a d'autres fonctions, la fonction racine carrée. Écoutez, je pourrais parler de la fonction cubique, puis la fonction racine cubique, puis la fonction quartique, puis la fonction racine quatrième. À un moment donné, on n'est pas super intéressé à tracer ces fonctions-là tout le temps. Mais ça va nous donner une idée de base, comment les fonctions sont construites. Souvent, on travaille avec des fonctions de ce style-là ou des combinaisons de fonctions de ce style-là. Là, on fait ça parce que on va pouvoir voir plus tard facilement comment calculer les dérivés, puis ça nous permet d'illustrer les concepts d'économie d'une façon relativement simple. Mais il ne faut pas se méprendre. Dans le vrai monde, c'est très rare que des fonctions simples, des fonctions élémentaires décrivent la réalité.